Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Exercice 1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 2 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Oui, moi je trouve qu'il est bien celui-là. Celui-ci ? Oui, oui. Comme chaque année, Yolande et son mari viennent à la sapinière des Sarres en Bocage en Vendée pour chercher un sapin de Noël, une ferme qui produit des sapins biologiques depuis 2012. Oui, très bien. Le bio, oui, compte pour moi en tout cas. Mais bon, il y a aussi la proximité, la vente directe qui nous intéresse aussi. La production de sapins biologiques reste marginale en France, mais tout doucement, elle commence à se développer. Albert Chenu, agriculteur, plante aujourd'hui 26 hectares de sapins et d'épicéas bio. Le sapin, en fait, il n'est pas tellement dérangé par les maladies, les insectes, il est plutôt résistant. Et il y avait juste un seul souci, c'était le désherbage. Car les premières années, lorsque le sapin est petit, les herbes, les ronces, les chardons peuvent lui faire concurrence dans le champ et ralentir sa croissance. Si la plupart des producteurs optent pour des désherbants chimiques, lui a choisi les moutons. C'est une race qui s'appelle les Shropshire, qui a donc cette particularité de ne pas toucher du tout au résineux. Alors c'est vrai, les sapins bio sont un peu plus irréguliers que les autres, mettent un peu plus de temps à pousser et nécessitent plus de main-d'œuvre. Mais Albert Chenu ne regrette pas son choix. On a une plantation de sapins qui se trouve dans une parcelle de prairie. Contrairement à des parcelles qui sont désherbées, où là, l'action de l'érosion qui est importante et puis aussi la perte de carbone libérée par le sol, quoi. Alors que la prairie, elle stocke le carbone. De son côté, Frédéric Naudet, président de l'association française du sapin de Noël naturel, qui regroupe les plus gros producteurs du pays, assure que des efforts importants sont faits pour diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires. Il préfère mettre en avant le faible bilan carbone associé à la production de sapins. Et contrairement à l'idée reçue, couper des sapins pour Noël n'entraîne aucune déforestation. Ça fait bien longtemps que les sapins qui sont à la vente chez tous les distributeurs ne sont pas des produits de la forêt, sont des produits de la culture. Et c'est renouvelé. Donc chaque fois qu'un sapin est prélevé, qu'il soit coupé ou qu'il soit en pot ou en motte, il est automatiquement remplacé par un autre. Donc il y a toujours cet effet bénéfique pour la nature. Surtout, ne pas oublier la chose fondamentale, le sapin de Noël naturel, en comparaison avec un sapin artificiel fabriqué à base de produits pétroliers qui traversent le globe pour venir ici et qui est polluant à la fabrication et à la destruction. Il n'y a pas photo entre les deux. Et pour les plus grands défenseurs de l'environnement, il y a toujours le sapin en post-it, en matériaux de récup, en carton ou en planche. Il est toujours possible de laisser libre cours à sa créativité.
Oui, moi je trouve qu'il est bien celui-là. Celui-ci? Oui, oui. Comme chaque année, Yolande et son mari viennent à la sapinière des Sarres en Bocage en Vendée pour chercher un sapin de Noël, une ferme qui produit des sapins biologiques depuis 2012. Oui, très bien. Le bio, oui, compte pour moi en tout cas. Mais bon, il y a aussi la proximité, la vente directe qui nous intéresse aussi. La production de sapins biologiques reste marginale en France, mais tout doucement, elle commence à se développer. Albert Chenu, agriculteur, plante aujourd'hui 26 hectares de sapins et d'épicéas bio. Le sapin, en fait, il n'est pas tellement dérangé par les maladies, les insectes, il est plutôt résistant. Et il y avait juste un seul souci, c'était le désherbage. Car les premières années, lorsque le sapin est petit, les herbes, les ronces, les chardons peuvent lui faire concurrence dans le champ et ralentir sa croissance. Si la plupart des producteurs optent pour des désherbants chimiques, lui a choisi les moutons. C'est une race qui s'appelle les Shropshire, qui a donc cette particularité de ne pas toucher du tout au résineux. Alors c'est vrai, les sapins bio sont un peu plus irréguliers que les autres, mettent un peu plus de temps à pousser et nécessitent plus de main-d'œuvre. Mais Albert Chenu ne regrette pas son choix. On a une plantation de sapins qui se trouve dans une parcelle de prairie. Contrairement à des parcelles qui sont désherbées, où là, l'action de l'érosion qui est importante, et puis aussi la perte de carbone libérée par le sol, quoi. Alors que la prairie, elle stocke le carbone. De son côté, Frédéric Naudet, président de l'Association française du sapin de Noël naturel, qui regroupe les plus gros producteurs du pays, assure que des efforts importants sont faits pour diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires. Il préfère mettre en avant le faible bilan carbone associé à la production de sapins. Et contrairement à l'idée reçue, couper des sapins pour Noël n'entraîne aucune déforestation. Ça fait bien longtemps que les sapins qui sont à la vente chez tous les distributeurs ne sont pas des produits de la forêt, sont des produits de la culture. Et c'est renouvelé. Donc chaque fois qu'un sapin est prélevé, qu'il soit coupé ou qu'il soit en pot ou en motte, il est automatiquement remplacé par un autre. Donc il y a toujours cet effet bénéfique pour la nature. Surtout, ne pas oublier la chose fondamentale, le sapin de Noël naturel, en comparaison avec un sapin artificiel fabriqué à base de produits pétroliers qui traversent le globe pour venir ici et qui est polluant à la fabrication et à la destruction. Il n'y a pas photo entre les deux. Et pour les plus grands défenseurs de l'environnement, il y a toujours le sapin en post-it, en matériaux de récup, en carton ou en planche. Il est toujours possible de laisser libre cours à sa créativité.
Exercice 2. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 2 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions, puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. À l'heure où le métier de journaliste est plutôt malmené, une association, Reporters d'Espoir, créée en 2004, essaie d'insuffler de nouvelles manières de penser le métier avec ce qu'on appelle le journalisme de solution. Un journalisme qui, comme son nom l'indique, ne se contente pas d'expliquer ce qui ne va pas, mais essaie d'aller un peu au-delà, vers des solutions. L'association remettait ses prix aux médias, dont le tout nouveau prix européen du jeune reporter d'Espoir. Son directeur, Gilles Van der Potten, nous a fait le plaisir de venir nous voir avec 2 des lauréats et je lui ai demandé une définition courte et simple du journalisme de solution. Il s'agit de compléter l'approche. Il y a les 5 questions qu'on se pose tous quand on fait un reportage, qui, quoi, comment, où. Là, on en ajoute une 6e. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'il y a des femmes, des hommes, des organisations qui se mettent en mouvement pour tâcher de résoudre un problème? En faisant un jeu de mots, on pourrait dire que le journalisme de solution a mauvaise presse auprès des médias parce qu'il pourrait être caricaturé comme un journalisme positif et donc BA. Ce n'est bien évidemment pas le cas. Il compte ses plus fervents défenseurs parmi les reporters de guerre. C'est assez étonnant, mais en fait, eux-mêmes nous disent « Je suis souvent envoyé sur les terrains de guerre et de conflit, mais on ne m'envoie plus quand il s'agit de couvrir la reconstruction. » Donc il y a une aspiration des reporters de guerre, comme il y a une aspiration de certains journalistes d'investigation. Je pense à ceux de Médiacité, qui est une sorte de Mediapart local, régional, qui dit on peut faire de l'investigation de solutions, dénoncer des dysfonctionnements et mettre en lumière des tentatives de réponse avec le même recul critique. Et le dérèglement climatique, l'écologie, pour vous, c'est un terrain absolument idéal pour mettre en œuvre justement ce journalisme de solution. Le climat est un terrain idéal parce que c'est un sujet anxiogène par excellence avec tout ce qu'on va devoir affronter qui va être très difficile. Et pourtant, au milieu du chaos, il y a aussi de l'espoir, il y a des gens qui se mettent en mouvement. Donc effectivement, c'est un domaine privilégié. Parmi les lauréats 2021, nous avons rencontré Guylaine Germain qui a signé un article passionnant sur les stéréotypes de genre dans le monde du travail. On y apprend ainsi que plusieurs métiers étaient jusqu'à récemment interdits aux hommes ou aux femmes.
À l'heure où le métier de journaliste est plutôt malmené, une association, Reporters d'Espoir, créée en 2004, essaie d'insuffler de nouvelles manières de penser le métier avec ce qu'on appelle le journalisme de solution. Un journalisme qui, comme son nom l'indique, ne se contente pas d'expliquer ce qui ne va pas, mais essaie d'aller un peu au-delà, vers des solutions. L'association remettait ses prix aux médias, dont le tout nouveau prix européen du jeune reporter d'Espoir. Son directeur, Gilles Van der Potten, nous a fait le plaisir de venir nous voir avec 2 des lauréats et je lui ai demandé une définition courte et simple du journalisme de solution. Il s'agit de compléter l'approche. Il y a les 5 questions qu'on se pose tous quand on fait un reportage, qui, quoi, comment, où. Là, on en ajoute une 6e. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'il y a des femmes, des hommes, des organisations qui se mettent en mouvement pour tâcher de résoudre un problème? En faisant un jeu de mots, on pourrait dire que le journalisme de solution a mauvaise presse auprès des médias parce qu'il pourrait être caricaturé comme un journalisme positif et donc BA. Ce n'est bien évidemment pas le cas. Il compte ses plus fervents défenseurs parmi les reporters de guerre. C'est assez étonnant, mais en fait, eux-mêmes nous disent « Je suis souvent envoyé sur les terrains de guerre et de conflit, mais on ne m'envoie plus quand il s'agit de couvrir la reconstruction. » Donc il y a une aspiration des reporters de guerre, comme il y a une aspiration de certains journalistes d'investigation, je pense à ceux de Médiacité, qui est une sorte de Mediapart local, régional, qui me dit on peut faire de l'investigation de solutions, dénoncer des dysfonctionnements et mettre en lumière des tentatives de réponse avec le même recul critique. Et le dérèglement climatique, l'écologie, pour vous, c'est un terrain absolument idéal pour mettre en œuvre justement ce journalisme de solution. Le climat est un terrain idéal parce que c'est un sujet anxiogène par excellence avec tout ce qu'on va devoir affronter qui va être très difficile. Et pourtant, au milieu du chaos, il y a aussi de l'espoir, il y a des gens qui se mettent en mouvement. Donc effectivement, c'est un domaine privilégié. Parmi les lauréats 2021, nous avons rencontré Guylaine Germain qui a signé un article passionnant sur les stéréotypes de genre dans le monde du travail. On y apprend ainsi que plusieurs métiers étaient jusqu'à récemment interdits aux hommes ou aux femmes.
Exercice 3. Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 4 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Après l'enregistrement, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. On est à Paris et on marche en forêt. Certes, c'est une mini-forêt, 700 mètres carrés, à 2 pas du boulevard périphérique. Une forêt inaccessible, tant elle est touffue, parce qu'elle a été plantée selon la méthode Miyawaki. Akira Miyawaki, botaniste japonais. Stéphane Aller est le président de Reforest Action qui développe le concept en France. On ne peut pas s'y promener, ce ne sont pas des lieux récréatifs, ce sont vraiment des espaces rendus à la nature. Dans les forêts traditionnelles, on va avoir 2, 3, 5 essences d'arbres différentes. Ici, on en a planté une vingtaine. Au lieu de planter un arbre tous les 8-10 mètres carrés, là on va planter 3 arbres par mètre carré, donc c'est 30 fois plus dense qu'une forêt traditionnelle. La densité des forêts induit 2 phénomènes a priori contradictoires. La symbiose d'abord, les systèmes racinaires s'entraident, l'union fait la force, et puis la concurrence, une saine émulation, la sélection naturelle. Les arbres poussent ainsi beaucoup plus vite. Là on voit un arbre, vous voyez, qui fait quoi? Il fait 1,80 m de haut. On a planté ça l'année dernière. Donc on a des taux de croissance qui sont très intéressants. Et pour cause, avec la méthode Miyawaki, on obtient en 30 ans une forêt qui aurait mis 2 siècles à pousser. Dans le centre de Paris, devant la gare de Lyon, entre les bus, les voitures et les motos, ça bouchonne. Conséquence de cette baisse de la vitesse. Pour justifier les 30 km/h, la mairie a fait un sondage. Résultat, 59% des Parisiens sont d'accord pour rouler moins vite. Catherine a 74 ans, c'est la première fois qu'elle reprend sa voiture depuis la nouvelle limitation. Je me suis rendu compte qu'en ayant l'impression de rouler très lentement, j'étais quand même à 40 ou 50. Moi, je travaille pas, donc j'ai la chance d'avoir le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Mais je pense que pour tous ceux qui travaillent, ça me semble quand même assez compliqué. Maintenant, c'est avant tout pour que tout le monde puisse profiter des rues de Paris. Et si ça peut apporter une solution aux accidents de la route, je serai d'accord. Ailleurs, cette mesure a fait ses preuves. À Grenoble, la vitesse a été diminuée en 2016. Depuis, on compte 30% de blessés en moins, et notamment pour les 2 roues. Pourtant, les cyclistes parisiens restent méfiants. Adrien, 32 ans, fait 40 km de vélo pour aller travailler en banlieue. Non, ça me rassure pas, non. Non, parce que je sais que c'est pas appliqué. Je suis pour la mesure, mais en pratique, c'est vrai que c'est très compliqué de se forcer à rouler à 30 km/h parce que c'est lent, quoi. En trottinette, on va à 25 km/h. Donc, la seule dissuasion efficace, je pense, ça serait de mettre des radars partout. Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI, nous parlons éducation comme chaque semaine. Aujourd'hui, on discute des devoirs à la maison, un moment qui n'est pas forcément facile pour les parents qui veulent aider leurs enfants à aller plus vite. Alors, comment les rendre davantage autonomes? Anne-Marie Gagnard, vous publiez Hugo prend son envol, un conte pour apprendre à travailler seul aux éditions Le Robert. Hugo, c'est un garçon qui se sent en fait un peu dépassé par la masse de travail à l'école comme à la maison. Donc il est angoissé, il est découragé, il n'a pas de bonnes notes et il va remonter la pente grâce à votre méthode que vous proposez dans le livre. Redites-nous quelques grandes lignes sur cette méthode. En fait, je suis partie d'abord sur la notion du temps qui est importante, à la fois de se repérer dans la journée, le temps de travail à l'école, combien de temps j'ai passé à faire tel exercice, tel autre. Je leur dis équipez-vous d'une montre, c'est la moindre des choses. Mettez-leur une montre au poignet et regardez le temps qui passe. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi toute cette notion de courage.
la constellation des C justement, où là, c'est quoi le courage? Pourquoi est-ce qu'il faut que je me mette absolument au travail? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment on peut voir plus loin que l'année où on est en CP, en CE, etc. Exercice 1. Oui, moi je trouve qu'il est bien celui-là. Celui-ci? Oui, oui. Comme chaque année, Yolande et son mari viennent à la sapinière des Sarres en Bocage en Vendée pour chercher un sapin de Noël, une ferme qui produit des sapins biologiques depuis 2012. Oui, très bien. Le bio, oui, compte pour moi en tout cas, mais il y a aussi la proximité, la vente directe qui nous intéresse aussi. La production de sapins biologiques reste marginale en France, mais tout doucement, elle commence à se développer. Albert Chenu, agriculteur, plante aujourd'hui 26 hectares de sapins et d'épicéas bio. Le sapin, en fait, il n'est pas tellement dérangé par les maladies, les insectes, il est plutôt résistant. Et il y avait juste un seul souci, c'était le désherbage. Car les premières années, lorsque le sapin est petit, les herbes, les ronces, les chardons peuvent lui faire concurrence dans le champ et ralentir sa croissance. Si la plupart des producteurs optent pour des désherbants chimiques, lui a choisi les moutons. C'est une race qui s'appelle les Shropshire, qui a donc cette particularité de ne pas toucher du tout au résineux. Alors c'est vrai, les sapins bio sont un peu plus irréguliers que les autres, mettent un peu plus de temps à pousser et nécessitent plus de main-d'œuvre. Mais Albert Chenu ne regrette pas son choix. On a une plantation de sapins qui se trouve dans une parcelle de prairie. Contrairement à des parcelles qui sont désherbées, où là, l'action de l'érosion qui est importante et puis aussi la perte de carbone libérée par le sol, quoi.
alors que la prairie, elle stocke le carbone. De son côté, Frédéric Naudet, président de l'association française du sapin de Noël naturel, qui regroupe les plus gros producteurs du pays, assure que des efforts importants sont faits pour diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires. Il préfère mettre en avant le faible bilan carbone associé à la production de sapins. Et contrairement à l'idée reçue, couper des sapins pour Noël n'entraîne aucune déforestation. Ça fait bien longtemps que les sapins qui sont à la vente chez tous les distributeurs ne sont pas des produits de la forêt, sont des produits de la culture. Et c'est renouvelé. Donc chaque fois qu'un sapin est prélevé, qu'il soit coupé ou qu'il soit en pot ou en motte, il est automatiquement remplacé par un autre. Donc il y a toujours cet effet bénéfique pour la nature. Surtout, ne pas oublier la chose fondamentale, le sapin de Noël naturel, en comparaison avec un sapin artificiel fabriqué à base de produits pétroliers qui traversent le globe pour venir ici et qui est polluant à la fabrication et à la destruction. Il n'y a pas photo entre les deux. Et pour les plus grands défenseurs de l'environnement, il y a toujours le sapin en post-it, en matériaux de récup, en carton ou en planche. Il est toujours possible de laisser libre cours à sa créativité. Exercice 2. À l'heure où le métier de journaliste est plutôt malmené, une association, Reporters d'espoir, créée en 2004, essaie d'insuffler de nouvelles manières de penser le métier avec ce qu'on appelle le journalisme de solution. Un journalisme qui, comme son nom l'indique, ne se contente pas d'expliquer ce qui ne va pas, mais essaie d'aller un peu au-delà, vers des solutions. L'association remettait ses prix aux médias, dont le tout nouveau prix européen du jeune reporter d'espoir. Son directeur, Gilles Van der Potten, nous a fait le plaisir de venir nous voir avec 2 des lauréats et je lui ai demandé une définition courte et simple du journalisme de solution. Il s'agit de compléter l'approche. Il y a les 5 questions qu'on se pose tous quand on fait un reportage, qui, quoi, comment, où. Là, on en ajoute une 6e. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'il y a des femmes, des hommes, des organisations qui se mettent en mouvement pour tâcher de résoudre un problème? En faisant un jeu de mots, on pourrait dire que le journalisme de solution a mauvaise presse auprès des médias parce qu'il pourrait être caricaturé comme un journalisme positif et donc BA. Ce n'est bien évidemment pas le cas. Il compte ses plus fervents défenseurs parmi les reporters de guerre. C'est assez étonnant, mais en fait, eux-mêmes nous disent « Je suis souvent envoyé sur les terrains de guerre et de conflit, mais on ne m'envoie plus quand il s'agit de couvrir la reconstruction. » Donc il y a une aspiration des reporters de guerre, comme il y a une aspiration de certains journalistes d'investigation, je pense à ceux de Médiacité, qui est une sorte de Mediapart local, régional, qui me dit on peut faire de l'investigation de solutions, dénoncer des dysfonctionnements et mettre en lumière des tentatives de réponse avec le même recul critique. Et le dérèglement climatique, l'écologie, pour vous, c'est un terrain absolument idéal pour mettre en œuvre justement ce journalisme de solution. Le climat est un terrain idéal parce que c'est un sujet anxiogène par excellence avec tout ce qu'on va devoir affronter qui va être très difficile. Et pourtant, au milieu du chaos, il y a aussi de l'espoir, il y a des gens qui se mettent en mouvement. Donc effectivement, c'est un domaine privilégié. Parmi les lauréats 2021, nous avons rencontré Guylaine Germain qui a signé un article passionnant sur les stéréotypes de genre dans le monde du travail. On y apprend ainsi que plusieurs métiers étaient jusqu'à récemment interdits aux hommes ou aux femmes. Exercice 3. On est à Paris et on marche en forêt. Certes, c'est une mini-forêt, 700 mètres carrés, à 2 pas du boulevard périphérique. Une forêt inaccessible, tant elle est touffue, parce qu'elle a été plantée selon la méthode Miyawaki. Akira Miyawaki, botaniste japonais. Stéphane Aller est le président de Reforest Action qui développe le concept en France. On ne peut pas s'y promener, ce ne sont pas des lieux récréatifs, ce sont vraiment des espaces rendus à la nature. Dans les forêts traditionnelles, on va avoir 2, 3, 5 essences d'arbres différentes. Ici, on en a planté une 20aine. Au lieu de planter un arbre tous les 8-10 mètres carrés, là on va planter 3 arbres par mètre carré, donc c'est 30 fois plus dense qu'une forêt traditionnelle. La densité des forêts induit 2 phénomènes a priori contradictoires. La symbiose d'abord, les systèmes racinaires s'entraident, l'union fait la force. Et puis la concurrence, une saine émulation, la sélection naturelle. Les arbres poussent ainsi beaucoup plus vite. Là on voit un arbre, vous voyez, qui fait quoi? Il fait 1,80 m de haut. On a planté ça l'année dernière. Donc on a des taux de croissance qui sont très intéressants. Et pour cause, avec la méthode Miyawaki, on obtient en 30 ans une forêt qui aurait mis 2 siècles à pousser.
Dans le centre de Paris, devant la gare de Lyon, entre les bus, les voitures et les motos, ça bouchonne. Conséquence de cette baisse de la vitesse. Pour justifier les 30 km/h, la mairie a fait un sondage. Résultat, 59% des Parisiens sont d'accord pour rouler moins vite. Catherine a 74 ans, c'est la première fois qu'elle reprend sa voiture depuis la nouvelle limitation. Je me suis rendu compte qu'en ayant l'impression de rouler très lentement, j'étais quand même à 40 ou 50. Moi, je travaille pas, donc j'ai la chance d'avoir le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Mais je pense que pour tous ceux qui travaillent, ça me semble quand même assez compliqué. Maintenant, c'est avant tout pour que tout le monde puisse profiter des rues de Paris. Et si ça peut apporter une solution aux accidents de la route, je serais d'accord. Ailleurs, cette mesure a fait ses preuves. À Grenoble, la vitesse a été diminuée en 2016. Depuis, on compte 30% de blessés en moins, et notamment pour les deux roues. Pourtant, les cyclistes parisiens restent méfiants. Adrien, 32 ans, fait 40 km de vélo pour aller travailler en banlieue. Non, ça me rassure pas, non. Non, parce que je sais que c'est pas appliqué. Je suis pour la mesure, mais en pratique, c'est vrai que c'est très compliqué de se forcer à rouler à 30 km/h parce que c'est lent, quoi. En trottinette, on va à 25 km/h. Donc, la seule dissuasion efficace, je pense, ça serait de mettre des radars partout. Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI, nous parlons éducation comme chaque semaine. Aujourd'hui, on discute des devoirs à la maison, un moment qui n'est pas forcément facile pour les parents qui veulent aider leurs enfants à aller plus vite. Alors, comment les rendre davantage autonomes? Anne-Marie Gagnard, vous publiez Hugo prend son envol, un conte pour apprendre à travailler seul aux éditions Le Robert. Hugo, c'est un garçon qui se sent en fait un peu dépassé par la masse de travail à l'école comme à la maison, donc il est angoissé, il est découragé, il n'a pas de bonnes notes et il va remonter la pente grâce à votre méthode que vous proposez dans le livre. Redites-nous quelques grandes lignes sur cette méthode. En fait, je suis partie d'abord sur la notion du temps qui est importante, à la fois de se repérer dans la journée, le temps de travail à l'école, combien de temps j'ai passé à faire tel exercice, tel autre. Je leur dis équipez-vous d'une montre, c'est la moindre des choses. Mettez-leur une montre au poignet et regardez le temps qui passe. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi toute cette notion de courage. La constellation des C, justement, où là, c'est quoi le courage? Pourquoi est-ce qu'il faut que je me mette absolument au travail? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment on peut voir plus loin que l'année où on est en CP, en CE, etc. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.